Vous êtes sur TV5 Monde, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition de Kiosque, votre rendez-vous de la presse internationale et francophone. Au sommaire, cette semaine, le Vatilix, deuxième du nom, des documents dérobés, de livres explosifs qui décrivent l'opacité financière du Vatican, détournement de fonds, privilèges exorbitants, incompétence. Les révélations sont édifiantes, c'est aussi la violence des luttes internes qui ressort. Que risque le pape face à l'incurie de la curie? Vatilix II va-t-il l'affaiblir ou au contraire, va-t-il le renforcer dans sa volonté de réformer? L'incendie d'une boîte de nuit fait chuter le Premier ministre roumain et son gouvernement. Déclic d'une colère longtemps accumulée, la jeunesse est descendue dans la rue. La révolte gronde, peut-elle tourner à la révolution? La lutte anticorruption fonctionne à plein régime. Suffisamment efficace, cela suffira-t-il? Le président Klaus Iohannis y veille. Saura-t-il apaiser le pays? Savamment orchestré, la visite du président François Hollande à cette retraitée tourne au fiasco médiatique. Tout est faux, rien n'est vrai. On lui reproche de faire de la politique spectacle et de l'hypercommunication. D'ailleurs, qu'est-ce que c'est l'hypercommunication? De l'hypermédiatisation, c'est pour sûr une méga solitude quand ça tourne mal. Comment communiquer hyper bien dans le rythme médiatique de 2015? Voilà pour les sujets. On va en débattre cet après-midi avec nos invités. Tout d'abord, Caroline Pigozzi, journaliste à l'hebdomadaire français Paris Match, RTL, Le Point, Le Matin de Paris et ABC News à Paris, puis grand reporter au Figaro Magazine de 80 à 92. Vous êtes depuis grand reporter à Paris Match, donc vous êtes la vaticaniste. Vous êtes également chroniqueuse à Europe 1 et votre dernier fait d'armes, si on peut dire ça comme ça, une interview exclusive du pape François publiée le 15 octobre dernier dans Paris Match. Merci d'être avec nous. Marcella Ferraru, réalisatrice de documentaires historiques, correspondante à Paris pour Evenimentul Zilei, quotidien roumain pour lequel vous travaillez déjà dans les années 90, rédactrice en chef par la suite du journal Quotidianul, réalisatrice à la télévision publique TVR, en poste plus tard à Paris, toujours pour la TVR, mais aussi pour l'agence roumaine de presse Adjar Press. Merci à vous aussi. À côté de vous, enfin, Yves Tréhard, éditorialiste au quotidien français Le Figaro. D'abord journaliste pour la presse régionale, vous partez ensuite couvrir l'Afrique de l'Est, basé au Kenya, de retour en France. Vous travaillez pour différents titres et depuis une quinzaine d'années au Figaro. Merci à vous trois d'être ici pour commenter l'actualité de cette semaine, pour l'analyser. Et on commence avec un nouveau scandale tonitruant au Vatican, déjà baptisé Vatilix II, des fuites de documents confidentiels, la parution de 2 livres explosifs qui décrivent des guerres intestines entre le pape et la curie, mais aussi une opacité et des dérives financières hallucinantes. L'argent des pauvres ne va pas aux pauvres et certains s'en mettent plein les poches. Valérie Dupont vous résume l'histoire. En journaliste d'enquête. Avarice, son dernier livre, parle d'une église catholique bien différente de l'église des pauvres, voulue par le pape François. Si les fidèles apprennent que leurs dons au denier de Saint-Pierre, c'est-à-dire 60 à 70 millions d'euros par an, finissent dans un fonds secret, c'est assez embarrassant. Parce qu'en plus, tout cet argent, les quelques fois où il a été utilisé, est dépensé directement par la curie romaine, et non pour les pauvres. Cet ouvrage et celui d'un autre journaliste font trembler le Vatican. Un Espagnol au prélat de l'Opus Dei et une Italienne consultante laïque du Saint-Siège ont été arrêtés le week-end dernier par la gendarmerie. Ils sont soupçonnés d'être les corbeaux qui ont livré les documents secrets publiés dans les livres. L'Église aurait pu directement raconter ces histoires, mais elle ne l'a pas fait. J'ai réussi à obtenir des documents secrets et voilà pourquoi la transparence vient de journalistes. L'Église ne sera pas contente, mais mon métier n'est pas d'être l'archiviste du Vatican. Monseigneur Valda, surnommé aussi le comptable de Dieu et sa protégée, était tous deux membres de la commission des réformes économiques instaurée par le pape en 2013. Selon les lois vaticanes, il risque aujourd'hui 8 ans de prison, même si la première intéressée nie la trahison. Je me suis mise immédiatement à disposition du commandant de la gendarmerie pour une collaboration totale avec les enquêteurs et je fournirai tous les éléments nécessaires. Un Vatilix II qui rappelle furieusement le premier épisode quand le majordome de Benoît XVI fut condamné puis gracié pour avoir joué au corbeau. Mais à Rome, tout le monde pense que ce sont des cardinaux qui tirent les ficelles, ceux qui refusent les opérations de transparence financière du nouveau pape.
Le pape a beaucoup d'ennemis. Lors des 2 premières années de pontificat, tout semble calme et harmonieux. Mais en réalité, ceux qui ne sont pas d'accord avec les lignes directrices du pape François ont profité de ces 2 ans pour se liguer contre lui. Le pape s'est dit profondément déçu, d'autant qu'un des livres cite même un enregistrement de lui fait à son insu en 2013, dans lequel il confirme que les dépenses du Saint-Siège sont hors de contrôle. Difficile dans ces conditions de prêcher au monde la pauvreté et la miséricorde de l'Église. Une église pauvre au service des pauvres, là on a plutôt l'impression que c'est charité bien ordonnée commence par soi-même. Caroline Pigozzi, peut-être votre réaction. Il est sûr qu'au Vatican, on préfère les colombes aux corbeaux. Moi, je crois qu'il y a quelques prélats très efficaces, qui connaissent très bien le système et qui se conduisent mal. Mais ce n'est pas l'ensemble de l'Église. Et il faut savoir que tout ça sont des gens qui sont très solitaires. Et donc, ce sont des appâts, en fait, qui vient de l'extérieur. Il y a un vieux terme qui s'appelle le népotisme. Il n'a pas été inventé avec ce pape, il a été inventé il y a des siècles. Et il est sûr que quelques, je ne dirais pas cardinaux, quelques hauts prélats, peut-être cardinaux, il y a un certain nombre de personnes, notamment parmi les Italiens, qui ne l'aiment pas. Ils considèrent que le Vatican, il est à eux. C'est dans leur ADN, on parle italien, c'est à Rome, ils sont chez eux. Donc, voilà, leur pouvoir est souverain. Dans l'image qui est renvoyée dans la presse, on a l'impression que c'est toute l'Église catholique, tout le Vatican qui est corrompu. Non, je ne dirais pas toute l'Église catholique, parce que ce serait vraiment faire outrage à ceux qui sont dévoués à l'Église, de par le monde, quelle qu'elle soit, que de dire ça. Non, je crois que ce qui est extraordinaire, c'est que quand ça touche le Vatican, ça excite une curiosité, parce qu'on se dit qu'est-ce qui se passe derrière cette cité qui est un État, le Vatican, et c'est pas neuf. Enfin, je veux dire, les faits qui nous sont rapportés là sont probablement des faits qui sont plus ou moins récents, mais en tous les cas, cette ambiance délétère, on la connaissait déjà à la fin de Jean-Paul II, on en parlait, parce qu'on a dit que Jean-Paul II, mais là je parle en présence d'une vaticaniste, on dit que Jean-Paul II s'était beaucoup occupé de l'extérieur, de l'étranger, il a joué un rôle politique indéniable à la fin du XXe siècle, notamment avec la chute du mur de Berlin. C'était probablement celui qui comptait le plus de maïs au compteur en avion. Donc il a eu un rôle politique évident. Benoît XVI, dont on disait qu'il allait enfin s'occuper peut-être de la curie, parce que la curie justement était laissée un peu livrée un peu à elle-même avec Jean-Paul II. Benoît XVI était un grand théologien et qui avait peut-être pas la force de s'occuper de la gouvernance du Vatican. Donc là, ça échoua à François. Et François, il fait comme il peut, avec ce qu'il peut, mais il a l'air assez déterminé aussi. Et puis ça se fait peut-être pas en un jour, tout ça. Il y a une force. Il faut savoir que quand le pape François est arrivé, c'est un lutteur. C'est un homme de terrain. Il a toujours été sur le terrain en Argentine. Et il a été confronté à une force d'inertie extraordinaire. Les choses au Vatican n'avancent pas. Et puis il faut savoir que c'est pas parce qu'on vous dit pas non. La haute diplomatie, on ne vous dit pas non, mais ce n'est pas pour ça que c'est oui. Et lui, il voyait comme c'est un homme très efficace, un jésuite pragmatique, efficace et séquentiel. Pour lui, il faisait une chose, une chose après l'autre, et ça devait avancer. Et il s'est aperçu qu'au Vatican, c'est pas comme ça, les choses avancent. Est-ce que du coup, il a manqué de subtilité ? Non, il n'a pas manqué de subtilité. Finalement, le Vatican d'un pape, c'est ce qu'il en fait, lui. Chaque pontificat est complètement en fonction. Mais lui, il a voulu faire des choses, il a un programme, parce qu'il est très politique, il a un programme, il sait exactement ce qu'il veut faire. Simplement, la machine derrière ne suit pas. Il a une machine de guerre avec un certain nombre de cardinaux contre lui, qui connaissent mieux l'administration que lui, parce que lui, c'était pas un homme qui avait le nez dans l'administration. C'est un homme de l'extérieur. Oui, et donc les freins, c'est à l'intérieur du système. Alors, il les dénonce. Il ne faut pas oublier qu'il a quand même parlé des 15 péchés capitaux des cardinaux. Il l'a fait à Noël dernier. Il sait qu'il y a une ambiance détestable, il l'a toujours su. Mais pourquoi il ne vivait pas au Vatican quand il venait à Rome? Il vivait Casa del Clero, dans un petit hôtel à la sortie du Vatican, parce qu'il détestait tout ça et qu'en fait, il est assez anticlérical. Mais ça ne le dessert pas anticlérical. aujourd'hui, parce que finalement, de connaître le problème de l'intérieur, ça peut aussi vous aider à le résoudre. Mais vous pouvez taper par le système. Vous savez, ce que décrit Caroline, c'est exactement ce que décrit un ministre de la société civile réputé très compétent dans son domaine, qui arrive dans son ministère et qui est complètement happé par son administration. C'est arrivé plusieurs fois avec des grands médecins à la médecine, des grands magistrats à la chancellerie. Il se retrouve devant une administration
qui connaît tous les rouages, qui connaît tout, toutes les ficelles, toutes les règles, tous les codes. Et à ce moment-là, vous êtes rattrapé par cette administration qui vous étouffe finalement. Mais c'est pas, il semble pas que ça soit le cas de François. Il a la patience, il sait y faire, et c'est un lutteur. C'est un homme de défi. Donc s'il était arrivé dans un Vatican, tout le monde il est beau, tout le monde est gentil, ça ne l'aurait pas intéressé. Lui, il a, pour se consoler, le dulce de leche quand il a envie d'une petite douceur le soir, de la meilleure marque argentine. Mais pendant la journée, il se bat. C'est un homme de terrain, il n'abandonnera jamais. Comment c'est perçu en Roumanie, Marcella? Parce que la Roumanie avait peut-être un peu la tête ailleurs cette semaine. C'est un pays orthodoxe, très principalement. Comment c'est observé? L'Église, elle est très présente dans la vie du pays. Les gens, ils sont très proches de l'Église en Roumanie. Mais c'est peut-être la conséquence de ce scandale qui éclate au Vatican. On commence un peu à mettre en cause même le sommet de l'Église orthodoxe roumaine parce Vous pensez que c'est lié? Parce que, normalement, on ne s'attaque pas à l'Église chez nous. Oui. Donc, les gens, ils sont très, très croyants. Mais je pense que surtout, ils ont mal réagi après la drame qui s'est passée à Bucarest. Ils n'étaient pas présents les premiers jours. Et donc, je me souviens, par exemple, d'une lettre ouverte envoyée par un jeune qui disait « J'aimerais bien que le chef de l'Église orthodoxe roumaine descende de son Mercedes, venir voir les gens. Donc, évidemment qu'il y a une telle détresse en Roumanie en ce moment qu'on a l'impression que tout le monde est coupable. On cherche partout les coupables. On va revenir tout à l'heure parce que ça fera l'objet de notre deuxième thème. Est-ce que Vatilix, pour l'appeler comme ça, parce que je crois que c'est déjà son petit nom, on peut le dire, est-ce que c'est suivi, est-ce que ça intéresse ou justement parce que c'est un pays orthodoxe? L'actualité, elle est trop chaude en Roumanie, sur ce qui se passe en Roumanie. Mais ça pourrait intéresser ailleurs. Mais évidemment, bien sûr. D'accord. Alors, on va revenir à ces deux livres. Donc, on a notamment Via Crucis, Chemin de croix. Ce livre sortira mercredi prochain dans plusieurs langues, notamment en français. On ne les a donc pas lus encore, je crois, sauf si vous, Caroline, vous y avez jeté un coup d'œil déjà. Mais si on se base sur ce que retient la presse italienne, c'est assez édifiant. Regardez la une de l'hebdomadaire de gauche pour lequel travaille l'auteur d'Avaris, Emiliano Fittipaldi, la vérité sur le livre qui fait trembler le Vatican. Est-ce que là, parce qu'il y a plusieurs éléments qui ressortent de ce qu'on a pu lire jusqu'ici. D'un côté, il y a effectivement une espèce d'incompétence dans la gestion du Vatican. De l'autre, on voit qu'il y a plus un phénomène d'escroquerie, de détournement de fonds. Comment situer en fait ces révélations? Moi, je ne parlerais pas d'incompétence, je parlerais de manque de contrôle. Ils étaient sur un désert, parce que les personnes ne contrôlaient jamais rien. Il y a plusieurs organismes, c'est compliqué, c'est pas l'habitude. Tout le monde parle comme ça, mais personne finalement, où tout le monde contrôle tout le monde et personne ne contrôle personne en réalité. Est-ce que le manque de contrôle, ce n'est pas de l'incompétence au final quand on se retrouve à devoir gérer le Vatican? Ça ne fonctionne pas comme ça, c'est une espèce d'inertie, chacun travaille dans son coin. Il y a pas, si vous pensez que sous Benoît XVI, parce que ça c'est aussi un héritage de Benoît XVI, il y avait les dicastères, les ministères, enfin les chefs de dicastères ne se réunissaient jamais, même pas une fois par an. C'est comme si les ministres ne se réunissaient jamais. Par ailleurs, ce pape, pour avancer, il a fait son propre gouvernement, le C9, avec les gens qu'il a choisis. Mais il y a un gouvernement parallèle, il y a une secrétaire d'État. Donc c'est tellement compliqué que si on veut tricoter dans son coin jusqu'à ce qu'il y ait un journaliste très malin qui réussisse à séduire les gens de l'Opus Dei, ça peut marcher pendant des années comme ça. On dit « et toi, le ciel t'aidera ». Et puis quand il y a un problème, on dit « à la grâce de Dieu ». Autrement, on dit « c'est le diable qui l'a fait ». Mais là, le diable, il s'est intéressé aux détails. Non, ce qui est terrible dans cette histoire, si vous voulez, quand on est un fidèle et un croyant catholique qui pratique sa religion, c'est de se dire que finalement, cette Église, enfin le Vatican, fonctionne et pas plus propre qu'un État laïque qui détourne de l'argent ou qui n'utilise pas l'argent des impôts à bon escient. Et là, c'est ça qui est terrible quand on est fidèle. C'est quand même d'aider les autres. L'Église catholique, c'est l'aide aussi, c'est la foi, mais c'est aussi le fait de venir au secours et de tendre la main aux plus faibles. Et bien de dire qu'une partie de l'argent qui devrait aller à tout ça, et tout l'argent d'ailleurs devrait aller en grande partie, en majorité à tout ça, finalement détourné pour
des vices des représentants de l'Église qui sont les mêmes vices que ce que vous retrouvez sur les bancs de l'Assemblée nationale en France et j'imagine en Roumanie, avec des types qui veulent se payer ou s'offrir de grands appartements, qui roulent dans les belles voitures, tout ce que n'est pas le pape d'ailleurs, c'est ça qui est étonnant. Quel impact ça aura auprès des fidèles justement? Alors c'est d'abord pour ça que le pape a chargé quelqu'un pour ses œuvres à lui, Monseigneur Kowalski, qui s'occupe des gens de la rue, c'est le pape qui l'a choisi. Quand il a de l'argent, il leur donne parce que ça, il contrôle, c'est son système à lui. La question des fidèles, évidemment, qui sont très déçus, mais c'est une lourde machine, c'est le denier de Saint-Pierre, ça fait des années qu'on ne sait pas très bien où ça va. Ça aurait dû être réformé il y a très longtemps, mais à l'époque de Jean-Paul II, beaucoup d'argent allait en Pologne, donc on le sait ça, mais il allait en Pologne pour que les Polonais viennent une fois dans leur vie en pèlerinage à Rome. Il n'était pas détourné, il servait. Mais bon, après ça, on peut dire qu'il y a eu une espèce de flou artistique et le pape Benoît XVI, qui était un intellectuel, qui a essayé aussi d'assainir le Vatican parce que, bon, mais c'était compliqué, il était âgé, alors évidemment, il a eu quelques cardinaux, mais si vous voulez, c'est pas que je sois là pour défendre l'Église, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a une dizaine de personnes, de cardinaux qui se conduisent mal, il y a 120 cardinaux votants, mais évidemment, ça crée une image épouvantable, et je peux vous dire par exemple qu'il y avait un nonce qui était à Paris, il est rentré en Italie, comme les absents ont toujours tort et qu'il était à Paris, il est rentré en Italie, on lui a donné un appartement, il avait les toilettes sur le palier, il n'avait pas 350 mètres carrés. Bon, il en est mort parce qu'il a considéré qu'on avait tellement peu de considération pour lui que quand même un petit appartement avec les toilettes sur le palier. Ouais. Donc c'est pas, toutes les situations ne sont pas les mêmes. Pour préciser ma question, quelles conséquences auprès des fidèles? Alors il peut y avoir une conséquence immédiate qui est une immense déception. Est-ce que par la suite ça va renforcer la position de François, puisque ce qui ressort finalement de ces deux ouvrages, c'est qu'il y a des problèmes au Vatican, mais finalement le pape François s'en tire bien dans ces deux ouvrages. On lui reconnaît cette volonté à réformer. Alors est-ce que cette histoire va l'aider à réformer avec le soutien des fidèles, ou est-ce que là il y a peut-être une rupture entre une partie des fidèles et l'Église catholique? Tout n'est pas blanc et tout n'est pas noir, mais ce qui est sûr, c'est que ça crée une atmosphère détestable. Vous voyez, ça profite à personne des histoires comme ça. Moi, je crois qu'on dit oui, c'est comme les politiques, ils sont malhonnêtes, chacun s'en met dans les poches. Bon, le pape n'est pas touché parce que ce pape, il fait des choses extraordinaires et c'est quand même une icône, on le garde en dehors de ça. Mais ça crée quand même, c'est pas agréable et pour personne. Tout le monde est éclaboussé dans une histoire pareille, je crois. Oui, c'est sûr, c'est que le pape, quand même, il a acquis très rapidement, alors qu'il était quand même inconnu de la plupart des fidèles, il a acquis très rapidement une espèce de notoriété, une aura d'homme humble. Même le quotidien du peuple a un correspondant à Rome. Ouais, vous imaginez, ces choses, le Wall Street Journal, tous les journaux, alors qu'à l'époque de Benoît XVI... Le pape superstar, on l'avait dit ici. Non, mais c'est une réalité, les Chinois l'observent de près, par exemple. Et qui renvoie une image, si vous voulez, qui est tout l'opposé de ce qui est dénoncé dans ses livres, c'est-à-dire une image humble, une image pragmatique en plus, une image proche des gens, peut-être trop proche d'ailleurs, se disent certains vaticanistes. C'est tout le contraire de ces deux livres-là. Donc je dirais que si le pape est à l'abri, lui, il peut pas être touché touché dans son image par ça. Je pense qu'il l'est certainement, parce que ça doit aussi bousculer sa foi et ses convictions. Il l'est certainement parce qu'il sait, mais il n'a pas attendu de lire ces deux livres-là pour le savoir. Je pense qu'il le sait déjà. La position du Vatican, c'est de dire qu'en fait, c'est des tentatives d'intimidation contre le pape. Ça, faut se méfier aussi au complot. Oui, c'est toujours les mêmes mots, déstabilisation, intimidation. C'est le cas ou pas? Comment? C'est le cas ou pas? Parce qu'il y a eu cette rumeur sur une tumeur récemment. Enfin, non, mais attendez, certains vous diront que tout ça va dans le sens d'une déstabilisation. Rumeur sur la tumeur, ça c'est pour dire qu'il est fou derrière, parce qu'on n'a pas dit qu'il avait une tumeur au foie, on dit au cerveau. C'est pour dire après ça, il débloque. Voilà. Vous voyez. Non, ce qui est sûr, c'est qu'il y a des ennemis, qu'ils sont très efficaces, que c'est ce qui intéresse les gens et ce qui nous intéresse, nous journalistes, c'est les trains qui n'arrivent pas à l'heure, c'est pas ceux qui arrivent à l'heure, et que dès qu'il y a une nouvelle sur le Vatican, c'est tout de suite du sensationnel. Vous voyez, on en était quand même, quand il est arrivé, à faire des papiers sur ses chaussures, parce qu'il a choisi les chaussures noires, parce qu'il a la voûte plantaire affaissée, qu'il veut quand même choisir ses chaussures, plutôt que d'avoir des souliers de pape rouges. Vous voyez, tout intéresse dès qu'il s'agit du Vatican. Dans ce qu'on peut lire aussi, c'est qu'il est menacé à l'heure actuelle. Menacé dans sa physiquement. Sécurité. Non, mais le pape, de toute manière, c'est une cible. On l'a vu avec Jean-Paul II, quand même était la cible. Mais là, une cible de l'intérieur, on va dire. Enfin, à l'intérieur même. Oui, mais je pense qu'il faut se méfier. Enfin, moi, je ne suis pas un vaticaniste, mais il faut se méfier de toutes les thèses complotistes qui peuvent exister
depuis Jean-Paul Ier en plus. Alors là, on en a fait des paquets, des tonnes. Faut faire attention à ce qu'on dit. Je pense qu'il y a des malversations certainement à l'intérieur du Vatican. De là à ce que lui soit physiquement menacé. Et il y a surtout ça fait vendre du papier aussi. Hein. Il y a, vous savez, une solitude énorme. Moi, il y a une solitude, et pourquoi ce sont des gens qui sont surtout assez vulnérables, pas lui, parce que lui, quelqu'un de très solide, mais j'avais fait un livre qui s'appelait Les robes rouges avec 20 cardinaux. Je leur avais posé comme question, notamment, comment ils avaient passé le soir de Noël. Il y en a 14 qui avaient passé le soir de Noël, ils avaient célébré la messe, ils étaient tout seuls après. Donc on n'imagine pas dans quelle solitude sont ces gens. Et forcément, quand tout à coup arrivent des gens pas forcément honnêtes, mais sympathiques, chaleureux, parce que les escrocs sont toujours chaleureux, de préférence, et souriants et aimables, de temps en temps, il y en a un qui craque. C'est une réalité. Alors, pour terminer sur ce thème, je vais m'adresser à vous encore, puisque le pape François, vous le connaissez, vous l'avez récemment interviewé, je le disais tout à l'heure, entretien exclusif à Paris Match le mois dernier. Quelle est sa personnalité, et de ce que vous percevez de lui, comment pensez-vous qu'il va réagir à Vatilix 2 ? Avec une grande mauvaise humeur, une grande rage, beaucoup d'efficacité, aucune indulgence. Je pense que c'est, comme je dis, c'est un lutteur, c'est un homme qu'on n'abat pas. Il faut voir qu'il est dans un pays qui est quand même... Il a traversé des moments très compliqués en Argentine, les juntes militaires, tout ça. Il lui en faut plus que ça pour le mettre... Pour l'enrager, non, mais pour le déstabiliser, sûrement. Il va avancer et bon, il en a parlé aujourd'hui parce que c'était dimanche. En assurant qu'il allait continuer à réformer. Il bénissait les croyants place Saint-Pierre. Il ne pouvait pas ne pas en parler parce que là, on aurait dit c'est bizarre, il n'en parle pas, il élude le sujet. Mais je pense qu'il va continuer sa route. Vous êtes confiante ? Oui, très. Tout le monde est confiant ? Oui, bien sûr. On avance alors, on va parler de la Roumanie maintenant. Le bilan s'est alourdi encore, 44 morts, un bilan qui pourrait s'alourdir encore. Le week-end dernier, un incendie se déclarait dans une discothèque de Bucarest. Le local ne disposait pas des autorisations requises. Alors pourquoi on en parle ? Parce que ça aurait pu être un simple fait divers. Ça a pris une tournure très politique cette semaine. Mercredi, le Premier ministre social-démocrate Victor Ponta annonçait sa démission. J'ai un devoir face au mécontentement légitime de la population et son souhait légitime d'élargir la responsabilité de l'incendie au-delà des propriétaires de la discothèque. Alors, je démissionne et avec moi le gouvernement dans son ensemble. J'ai pu me battre en politique, mais je ne peux pas me battre contre le peuple. Nous sommes venus ici pour lutter contre la corruption, contre les personnes qui sont corrompues et contre le système qui les défend. Si le système ne se débarrasse pas lui-même de ces personnes, nous ferons notre propre justice. En 1989, les Roumains se sont battus pour leur liberté. En 2015, nous nous battons pour la justice. Nous sommes ici pour leur montrer que la démission de 2 ou 3 personnes, voire du gouvernement tout entier, ne suffit pas. Nous voulons leur montrer qu'ils doivent tout changer, se défaire des politiciens corrompus, trouver des solutions et constituer un gouvernement de technocrates au moins jusqu'à de prochaines élections. Alors, le Premier ministre était sous pression depuis des mois en raison de ses déboires avec la justice. Il a démissionné, mais les manifestations ont continué. Des dizaines de milliers de Roumains dans la rue pour demander l'assainissement d'une classe politique corrompue et incompétente. Une révolte populaire est-elle en cours en Roumanie, Marcella ? On peut parler de révolte populaire ? C'est très compliqué ce qui se passe maintenant en Roumanie. Il y a eu ces tensions entre le Premier ministre et le président, des anciens compétiteurs pendant la campagne électorale présidentielle de l'année dernière. Depuis son installation, le président Klaus Iohannis, il demande la démission du Premier ministre Victor Ponta. Il a réussi à se maintenir jusqu'à maintenant. Et là, avec cette tragédie, il a démissionné aussi, je dirais, un peu de sa mission parce que pendant une grande crise, on gère la crise et on démissionne après, mais il a démissionné en pleine crise et maintenant j'ai l'impression qu'on assiste à un affaiblissement de l'État. Et je m'explique, le président qui jouit encore d'une grande sympathie surtout parmi les jeunes, donc il a une bonne opinion publique de son côté, c'est pas un grand homme politique. C'est un provincial, il n'a jamais occupé des postes au niveau national, donc il vient de l'administration locale. Pendant un an, on apprend, mais on n'apprend pas complètement comment gérer un État dans une situation de crise aussi grave que la crise que la Roumanie traverse maintenant. Donc on n'a plus de gouvernement légal, on va dire que c'est un gouvernement provisoire, on attend la désignation d'un nouveau Premier ministre et le problème c'est que
Le président, il n'a pas l'air d'être pressé. Il laisse le temps passer, il a vu les partis politiques, il a rencontré il y a deux options, c'est ce qu'il disait hier, soit des législatives anticipées, sachant que les législatives auront lieu normalement pile dans un an, en novembre prochain. Donc ça, c'est une option qui est sur la table. L'autre option, c'est un gouvernement de technocrates immédiatement. Qu'est-ce qui vaut mieux ? Tout de suite après la démission du Premier ministre. Vous dites il attend, mais finalement... il y a l'opposition qui s'est présentée en disant on va travailler sur une nouvelle majorité parlementaire, mais les gens dans la rue, ils disaient non, on ne veut pas de ça. On veut changer la classe politique. Donc les gens se sont radicalisés. Il y a une mélange quand même dans la rue. Il y a des jeunes, il y a des moins jeunes. Il y a aussi des manipulateurs qui sont apparus les derniers jours. Et c'est pour ça que moi, je m'inquiète un peu, justement, parce que le gouvernement qui est maintenant un gouvernement démissionnaire n'a pas de légitimité et le président, il n'est pas très fort. Il n'est pas très roué dans la politique. Donc, c'est assez flou. Alors ça, c'est la situation maintenant. Oui. La question qu'on peut se poser aussi, comme je le disais, ça aurait pu être un simple fait divers. Pourquoi tout d'un coup, aujourd'hui en Roumanie, qu'est-ce qui fait que c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, comme on le dit ? Oui, moi ce que j'avais dire, je ne connais pas la Roumanie, je n'aurais pas la prétention d'être aussi sachant que ma consoeur. Simplement, ce qui me frappe, moi, dans ce que j'observe dans cette histoire, au-delà de l'accident, c'est quand même la défiance vis-à-vis du personnel politique qui est exprimée par une grande partie de l'opinion publique. Et cette défiance, vous regardez partout en Europe, vous regardez de chaque côté, elle est générale en Europe. Il y a guère que l'Allemagne, si vous voulez, qui est économiquement forte, avec une chancelière qui est particulièrement populaire. Hein, c'est incroyable, après tant d'années d'exercice du pouvoir. Mais où que vous alliez ou vous retourniez en Europe, que ce soit en Europe centrale, alors là c'est très vrai, mais en Europe occidentale aussi, il y a un mouvement de défiance vis-à-vis des partis traditionnels et des gens qui sont au pouvoir, qu'ils soient de gauche ou de droite, qui est manifeste. Et ça c'est gênant. C'est gênant pourquoi ? Parce que ça donne... Enfin, c'est gênant, c'est inquiétant à deux points de vue. D'abord parce que, évidemment, ça nous rappelle, même si on n'était pas nés, une espèce d'ambiance tout à fait désagréable de l'avant Deuxième Guerre mondiale, dans les années 30, où partout en Europe, effectivement, il y avait cette espèce de défiance. Alors, comparaison n'est pas raison, je ne dis pas que c'est la même chose. La deuxième chose, c'est que là, le grand projet du XXIe siècle, qui est le nôtre, qui est celui de l'Union européenne, eh bien, fait les frais de cela. Et en grande partie, c'est à cause... les insuffisances du personnel politique en Europe, eh bien, ils cachent leur insuffisance en mettant tout sur le dos de l'Europe, de l'Union européenne, des institutions européennes, qui est le bouc émissaire de leur propre insuffisance. C'est pas tout à fait le cas en Roumanie. Puisque la Roumanie souhaite accéder à l'espace Schengen, que ça coince plutôt, c'est peut-être pas ça qui se joue en Roumanie. Je rejoins ce qui dit mon collègue de plateau, c'est qu'effectivement, il y a un grand méfiance vis-à-vis de la classe politique. Et je vois ça en France et je le vois en Roumanie, c'est toujours les mêmes têtes, toujours les mêmes figures. Peut-être que c'est des gens très compétents, mais au bout d'un moment, on en a assez. Et en Roumanie, ce que les jeunes crient dans la rue, c'est on ne veut pas des élections anticipées maintenant parce qu'on veut constituer une nouvelle classe politique. On veut accéder, nous, aux affaires parce que nous, on est propre, on est jeunes. On ne veut plus voir les mêmes... Si c'est les mêmes partis politiques qui se présentent, qu'ils arrivent sur les listes avec des nouveaux têtes, avec des personnalités qui n'ont pas été jusqu'à maintenant impliquées dans les décisions politiques. Donc c'est un sort de refus complet de la classe politique actuelle. Alors on va écouter le président Iohannis qu'on avait interviewé ici à TV5 Monde. Enfin, on était allé à Bucarest le rencontrer, une interview exclusive. C'était juste après son élection qui, à l'époque, rappelons-le, fut une surprise. En février dernier, donc il nous accordait un entretien. On l'écoute, il parlait de corruption. Ce n'est pas par hasard que la lutte contre la corruption a été l'un des thèmes les plus importants lors de ma campagne présidentielle. Purement et simplement parce que cette corruption est bien réelle en Roumanie. C'est une menace contre la sécurité nationale, puisque cette corruption, elle est même présente dans les hautes sphères politiques.
Alors, élu le 16 novembre 2014, libéral, issu de la minorité allemande, ancien professeur de physique, protestant dans un pays à 95% orthodoxe, discret, Klaus Iohannis a pris la lutte anticorruption à bras-le-corps. Regardez cette une de Libertatea, nettoyage en profondeur, titrait cette semaine le quotidien roumain, le voici. 8 ans après avoir rejoint l'Union européenne, la Roumanie est devenue la meilleure élève en la matière. Et les têtes tombent là-bas. Oui, bon, il faut quand même faire attention parce qu'on parle beaucoup de ça. On a transformé tout le discours politique autour de la corruption. Oui, il y en a de la corruption, il y a personne qui nie ça. Mais il y a beaucoup dans la communication et peut-être pas assez dans les faits. Il y a la Direction nationale anticorruption, par exemple, qui est tout le temps au premier plan. On voit des autres responsables politiques avec les menottes aller en prison et ressortir quelques jours après parce que le dossier il n'est pas bien ficelé. D'autre part, le président, contrairement à la France, même s'il est élu avec un vote universel, il n'a pas les mêmes pouvoirs. Donc, lui, il ne peut pas faire grand-chose. Il peut faire des discours, il peut aider un peu, mais il ne peut pas s'impliquer directement dans cette lutte contre la corruption. Donc, il y a beaucoup de discours autour de la corruption, ce qui a un peu hystérisé aussi la population. Comme je vous disais, les jeunes qui sont maintenant dans la rue, ils ne veulent plus entendre parler de la classe politique. Donc, ils ne savent pas très bien ce qu'ils veulent. Est-ce qu'on peut quand même parler, malgré tout, j'insiste, mais parce que c'est une nouvelle génération qui vient après celle de 89, évidemment, c'est complètement différent. Oui, c'est les enfants des jeunes qui ont fait la révolution. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est une génération justement anti-corruption? Est-ce que malgré tout, ça ne se focalise pas là-dessus? Ça servirait à expliquer un peu tous les problèmes, tous les maux de la société roumaine. C'est simpliste? Je pense qu'on a un peu concentré tout sur ce débat sur la corruption. La Roumanie, par exemple, c'est un des premiers pays en Europe pour la croissance économique, si ce n'est pas la première. Donc l'économie, elle ne va pas très mal. Mais c'est vrai qu'on arrive de très loin. Donc les gens, ils ont quand même l'impression d'être pauvres. Et puis la corruption, elle n'est pas seulement au niveau des responsables politiques, elle est à tous les niveaux. Et c'est surtout la petite corruption à laquelle presque tout le monde participe. Comment c'est perçu depuis la France? Parce que la Roumanie, un pays très francophile. On va pas se raconter d'histoire et on ne va pas mentir à notre consoeur, mais elle le sait très bien puisqu'elle est en France depuis longtemps. Ce n'est pas un pays dont on parle beaucoup. Et pour mettre les pieds dans le plat, quand on parle de la Roumanie, c'est surtout pour parler des Roms qui focalisent le débat en France, qui participent justement d'un certain populisme, qui est une population qui, d'ailleurs, il faut le dire, elle est rejetée en France, mais elle l'est également en Roumanie. C'est un problème majeur. Et il y a un véritable différend qui s'estompe entre les autorités roumaines et les autorités françaises et les autorités européennes, parce qu'il y a des fonds, si vous voulez, qui sont des fonds structurels, qui sont envoyés depuis Bruxelles à Bucarest pour justement gérer et aider l'État roumain à prendre en charge cette population qui n'est pas rien. Je crois qu'il y a 15 à 20% de la population. Ah non, loin de ça. Loin de ça? Non. Un peu moins, ouais. On accuse régulièrement le gouvernement roumain de ne pas utiliser cet argent à cette fin-là, de ne rien faire, parce que ce que veut la France particulièrement, c'est que ça soit le gouvernement roumain qui retienne ces populations pour leur éviter que ces populations ne viennent en France, et notamment à Marseille, à Paris, à Lyon. Et c'est un problème majeur. Donc les relations entre la Roumanie et la France sont un peu, je dirais, elles sont pas mauvaises, mais elles sont surtout marquées par ce dossier-là, qui est un dossier essentiel. Et sur l'histoire de la corruption vue de France, Caroline, Yves, comment vous le percevez, vous? Écoutez, la corruption... On ne le mesure pas bien. Oui. Vous voyez, déjà, il faut comprendre comment ça marche dans son propre pays. Donc c'est difficile. Moi, je ne peux pas me prononcer, c'est pas respectueux parce que je ne vois pas du tout comment ça marche. Je ne connais pas les circuits, je ne connais pas les motivations, je ne sais pas. Ce qui est sûr, si vous voulez, excusez-moi, ce qui est sûr, c'est que quand vous êtes en France, pour ce qui est de la France, dans une économie qui traverse une crise quand même importante, eh bien, le marché noir, la fraude au marché public, tout ça, c'est une réalité qui est plus forte quand vous êtes dans une situation de faible croissance
quand vous êtes dans une situation... regardez, en France, il y a quelque chose qui est quand même très manifeste. C'est pas de la corruption, mais il y en a. C'est le non-consentement à l'impôt qui grandit, parce que les gens n'ont plus confiance, justement, dans l'utilisation qui est faite de leurs deniers publics. Et à côté de ça, la transparence, aujourd'hui, les tweets, les réseaux sociaux et tout, rend aussi les choses beaucoup plus compliquées, parce que tout se sait, tout le monde parle, une bêtise ou une réalité multipliée. Ouais. Tout on va presque avoir l'occasion d'en parler dans notre troisième thème, vous verrez pourquoi. Juste le mot de la fin pour vous, Marcella. Oui, donc je veux rajouter ici, on parle de la corruption, les deux grandes affaires qui faisaient la une des journaux avant cette crise, c'était l'affaire Microsoft, l'affaire EADS. Vous remarquez que c'est des noms étrangers, c'est pas des noms roumains. Donc on parle de la corruption, et effectivement il y a de la corruption en Roumanie, il y a peut-être des corrompus ailleurs, de la corruption on a un peu partout. Mais on a énormément communiqué autour de cette corruption en Roumanie, et ça a peut-être rajouté à l'état... Ça sera le mot de la fin là-dessus. Est-ce qu'il y a quand même un changement de mentalité peut-être qui est en train de s'opérer? J'ai vu, pareil, sur les réseaux, les gens qui disent le changement commence avec nous. Il faut qu'on change tous, nous. Qu'on arrête de donner le petit bakchiche quand on va à l'hôpital ou quand on rencontre un policier au lieu de payer un PV. Voilà, il y a un changement de mentalité. Maintenant, pour la classe politique, j'ai encore des réserves. Je vous vois sourire, Yves Tréhard, je ne vous demanderai pas pourquoi. Je vous propose maintenant de méditer sur cette citation attribuée à Talleyrand, homme d'État et diplomate français, né en 1754, mort en 1838. En politique, ce qui est cru devient plus important que ce qui est vrai. Encore faut-il être cru, pourrait ajouter le président français François Hollande, qui il y a 10 jours se rendait chez Lucette Brochet, une retraitée. Un coup de communication, il est vrai, un peu usé, aux allures de village Potemkin. Devant nos confrères, le chef de l'État a rappelé son intention de déjeuner une fois par mois dans une famille française. La première fois, à la fin de ce mois... Alors expliquez-nous, depuis quand vous êtes installé ici, où vous étiez avant? Comment ça s'est passé, les préparatifs? Mardi, il y a des gens de l'Élysée qui sont venus pour me poser des questions pour savoir si j'étais bien dans l'appartement. En fait, il vous a posé les mêmes questions que ce que les gens de l'Élysée vous avaient posé 3 jours plus tôt? Oui, oui. D'accord. Les mêmes questions. J'avais une idée de dire qu'ils s'occupaient beaucoup d'immigrés, mais pas des clochards qui crèvent, pour ainsi dire, qui crèvent dans la rue. Mais ça, il ne fallait pas que je le dise. Qui vous a dit de ne pas le dire? Le gars de l'Élysée. Il y a 40 ans, c'est Valéry Giscard d'Estaing qui avait lancé le premier la formule du dîner chez l'habitant. C'était des gens qui nous invitaient. Oui. Et ils écrivaient à l'Élysée en disant « Nous avons vu dans la presse, nous avons entendu à la radio que vous alliez dîner chez les Français, alors ça nous ferait plaisir. Est-ce que vous voulez venir dîner chez nous ?» Café? C'est vous, monsieur Café, donc. Alors, c'est qui, monsieur Café? C'est un gars de la mairie. Mais alors, le café, c'est vous qui l'avez préparé ou pas? Ah non, c'est lui, hein. Il a tout fait. Oh, écoutez, il avait emmené les thermos, tout... Mais les tasses, c'est les vôtres, au moins. Non, même pas. Il a tout emmené. Tout. Vous vous rendez compte que c'est quand même une mise en scène? Oui, peut-être. Peut-être, mais enfin, c'était génial. Je suis tombée sous le charme de monsieur le président. Bon, il y a à peu près que Lucette qui est tombée sous le charme du président, puisque, on peut le dire, c'est un fiasco médiatique, comme il y en a parfois. Qu'est-ce que ça nous dit, en fait, cet épisode? C'est les limites de la politique spectacle, ou est-ce que c'est juste mal ficelé? C'est un jour, les choses commencent à se retourner et tout va contre vous. C'est-à-dire que la même chose, il y a 1 an, on aurait trouvé ça comme ça, très sympathique, très amusant, très rafraîchissant. Et puis quand les rats commencent à quitter le navire, tout va mal. C'est-à-dire que vous avez beau faire n'importe quoi, ça tourne plus rond, quoi. Ça va pas, les gens vous crient. Bon, c'est une question de timing. Vous pensez-vous qu'il y a 2 ans, des ficelles un peu grosses, un peu usées, comme ça serait passé? Oui, beaucoup mieux, parce qu'on était dans l'enthousiasme présidentiel. Je ne trouve pas ça un crime. Je veux dire, les hommes politiques, ils font de la communication toute la journée maintenant, parce qu'il y a de plus en plus de télévision, de plus en plus de systèmes de communication. Et quand on voit le film qui a été tourné sur François Hollande, en revanche, je trouve que ça n'a pas été un très bon film. Parce que... Président, vous faites référence à ça? Oui. Le film, le type... Donc c'est un documentaire qui a été diffusé. Oui, le type, il a passé 6 mois et on voit finalement des trucs assez mauvais, mais c'est aussi l'envers du décor, c'est-à-dire que finalement, François Hollande l'a laissé tourner, il y allait quand il voulait, il faisait ce qu'il voulait, ils n'ont pas contrôlé le film. Bon, le film n'est pas très intéressant parce que des grands salons de l'Élysée, maintenant tout le monde les a vus avec les journées du patrimoine, des gens qui ont voulu les voir les ont vus. On
on arrive à des choses comme ça. Moi, je suis moins sévère, je trouve que c'est pas bon, mais qu'on ne sait plus quoi faire. Tréhard, votre réaction? Oui, non, mais vous avez eu raison de ressortir quand même les images d'archives du président Giscard d'Estaing, parce que c'était pareil, c'était complètement organisé, il n'y avait rien d'imprévu là-dedans. Je pense que les Français, je vais vous dire une chose, que ça soit vrai ou pas vrai, ils s'en foutent complètement. De toute manière, l'homme, en l'occurrence François Hollande, est déjà, pour beaucoup d'entre eux, condamné. Enfin, je veux dire, il écoute même plus ce qu'il dit. Il peut parler, il peut s'emporter. Personne ne fait attention. Mais pas qu'à lui, d'ailleurs, à une grande partie du personnel politique, ce qui est grave, d'ailleurs. Et je pense que les hommes politiques, quels qu'ils soient, n'ont pas encore pris la mesure que le monde a changé, parce que Caroline vient de dire, c'est-à-dire qu'on est dans un monde d'hyper-communication avec des images partout. Il faut qu'ils aient réponse à tout dans la minute. Vous avez un attentat ou un événement extraordinaire qui se passe à Marseille, à Lyon, à Brest. Il faut qu'ils sachent tout de suite, qu'ils aient la réponse. Ça nous pose aussi des questions sur nos propres métiers, à nous, journalistes, me semble-t-il. Parce que justement, si je vous résume, dites-moi si je vous comprends bien, en partie en tout cas ce que vous disiez, c'est peut-être que ça n'intéresse pas tellement les Français, que finalement ça intéresse ça intéresse plutôt la sphère politico-médiatique. Là, on joue tous un peu à la Vierge effarouchée, en fait, si je vous résume. Je vais vous dire une chose, ce qui intéresse les gens, c'est de savoir si demain ils ont du travail, si l'économie numérique, la révolution numérique ne va pas tout changer dans leur vie et dans leur monde professionnel, de la sécurité, c'est ça qu'ils veulent. Le petit jeu des petites phrases, de savoir s'il va déjeuner chez Lucette ou dîner chez Morissette, ils s'en foutent complètement. C'est quand même complètement. En plus, ils sont pas dupes, les Français. Ils savent très bien qu'on débarque pas à 40 dans le salon de Lucette, quoi. Vous avez vu, personne ne l'a remarqué. Il y a le maire, il y a l'ancien maire. Y aller incognito en scooter, ça n'a aucun intérêt non plus. Non, mais bien sûr, mais l'ancien maire de Nancy est là, André Rossineau, on n'a pas parlé, qui n'est pas de la majorité présidentielle. Il est là, il sourit. Là. Il y a tout un tas de sbires qui sont là. Ils sont venus avec les thermos à café. Lucette, elle n'a rien fait. Vous pensez bien qu'il n'a pas sonné. Giscard non plus. Hein, Giscard, pareil. Mais bon, là maintenant, c'est avec la mondialisation. Giscard, il y avait trois chaînes. Oui, mais ça faisait rire tout le monde. Et d'ailleurs, une des raisons. Peut-être ça faisait rire, mais aujourd'hui, ça fait un peu moins rire, puisqu'effectivement, on peut se demander quel est le décalage. Une des raisons de la popularité de Giscard d'Estaing, on l'a trop oublié. C'était ça, justement, pas les dîners chez l'habitant qu'il faisait de temps en temps, c'était le fait qu'il avait désacralisé, d'une certaine façon, on était tout au début, la fonction présidentielle. Il voulait faire trop peuple, ce qu'il n'était absolument pas avec sa façon de parler, son port de tête et tout, il ne faisait absolument pas peuple. C'est trop tôt, il avait invité les éboueurs. Les éboueurs à petit déjeuner. Aujourd'hui, ça serait politiquement correct, on trouverait ça formidable, il l'a fait 30 ans trop tôt. Mais bon, moi, je pense qu'un homme politique peut survivre à beaucoup de choses, mais au ridicule, c'est un peu difficile. Vous le trouvez ridicule? Cette histoire, je la trouve un peu ridicule, mais bon. Je pense qu'effectivement, s'il y a un an, il y a 2 ans, on aurait un peu rigolé, et puis c'est tout, mais là... Non, mais les journaux auraient dit, comme sympathique, quelle fantaisie et tout. Il y a un moment où la vapeur se retourne, vous pouvez faire n'importe quoi, plus rien ne prend. Mais est-ce que le fond de l'histoire, après on peut reparler de techniques de communication, d'hyper-communication, on va peut-être y revenir, mais est-ce que le fond de l'histoire, c'est pas justement un décalage qui s'exprime entre la réalité des Français et une classe politique, en fait? Est-ce que c'est pas ça que ça nous dit, cette image? Mais évidemment qu'il y a un décalage que les Français... En soi, c'est pas risible. Que les Français ressentent, mais évidemment que c'est pas risible, mais les Français le ressentent très bien. Si vous voulez, quand vous avez un ministre du Travail qui est invité sur un plateau et qui est incapable de vous dire combien de fois on peut renouveler un contrat à durée déterminée, alors que c'est la réalité de millions de Français, et que cette personne, elle n'est pas ministre de la Santé, elle est ministre justement du Travail, ils ont raison de se poser des questions, si vous voulez. Quand vous avez une candidate à la mairie de Paris qui est incapable de vous donner le prix du ticket de métro, et que vous avez des millions de franciliens qui tous les jours prennent le métro, quand vous avez un député ministre éphémère qui vous dit « j'ai une phobie administrative, je ne peux pas payer mes impôts », mais rendez-vous compte les conséquences que ça a dans la conscience collective. Mais c'est ravageur.
Ils sont inconscients pour certains d'entre eux. Ils ne se rendent pas compte de ce que vivent les gens tous les jours. Et malheureusement, ça se retourne contre eux. Je ne dis pas que ces gens-là sont médiocres, parce que ces responsables politiques, souvent, ils sont très intelligents, ils savent très bien, mais ils sont légers. Ils sont légers mais et parfois irresponsables. Mais c'est un manque de fond aussi, parce que on sait bien que pour porter des idées, il faut communiquer. Si on communique mal, ça se retourne contre nous. Mais dans le fond, pour communiquer, il faut avoir quelque chose à dire. Ça, c'est des choses qu'on a pu lire cette semaine aussi, c'est que finalement, il n'y a pas de fond dans la politique. On ne parle pas que de François Hollande, ça s'applique à d'autres en France. Il n'y a pas de fond, il n'y a pas de débat d'idées, il n'y a pas de fond. Et donc, on hyper-communique. Vous adhérez à ça ou pas? Non, moi j'adhère à un fait, c'est que si on regarde à l'époque de Giscard, il y avait beaucoup moins de ministres, l'Élysée était beaucoup plus léger, il y avait 20 conseillers. Maintenant, comme a dit M. Traire, il faut tout connaître sur tous les sujets, à tous les moments. Les gens, les présidents, les responsables, on doit avoir un cerveau bien fait parce qu'ils ont fait l'ENA, Polytechnique, de grandes écoles. C'est pas possible. On peut pas connaître tout sur tous les sujets, être interrogé tout le temps. On est là comme des moustiques. Il y a la mondialisation, c'est très compliqué. Je pense que le général de Gaulle, il avait le temps de réfléchir. Les conseils des ministres duraient moins longtemps. Il y avait moins de monde. Maintenant, il voyageait pas. Il voyageait très peu. Si, il voyageait. Il avait fait une tournée en Amérique latine. On sait les voyages. Mais là, le président de la République, il part pour 2 jours en Chine et puis entre-temps, il fait une interview sur Europe 1 et puis il revient. Ça n'arrête jamais. C'est une espèce de machine qui n'arrête jamais. C'est un tapis roulant. Ça ne s'arrête jamais. Pour revenir à la communication, nous s'en sortent mieux quand même. On a un bon exemple qui est le pape, dont on nous dit que c'est un bon communicant. On a, sur le plan politique, on a Obama qui contrôle extrêmement bien son image. Laissons le pape de côté, parce que c'est quand même pas tout à fait pareil. Le pape, il est dans la posture qu'avait le général de Gaulle à l'époque. Là, on parle de communication, de faire passer des idées aux communicants. Et puis, c'est lui qui tient son calendrier. Vous voyez, il ne donne pas d'interview, très très peu. Vous voyez, on ne va pas tweeter sur le... C'est autre chose. Alors, laissons le pape de côté. Barack Obama, président des États-Unis, on lui reproche même de trop contrôler sa communication. Ça marche, ça ne marche pas? Non, mais on a du mal à imaginer Barack Obama chez Lucette, se planter chez Lucette. Il faut contrôler. Moi, je la vois très bien, pas chez Lucette, mais chez Georgette. Chez Georgette, il n'aurait peut-être pas fait de la même façon. Mais il faut contrôler. Je pense eu un cheesecake. Ils sont trop présents. La parole présidentielle, c'était un ancien conseiller de François Mitterrand qui disait ça. Il faut qu'elle soit un peu rare quand même, si vous voulez. Mystérieuse, qu'elle soit grave aussi. On parlait du général de Gaulle tout à l'heure. Le général de Gaulle, quand on était pour, qu'on soit pour ou contre, il y avait une certaine autorité. Vous voyez, on parle aujourd'hui, et le Premier ministre en a parlé cette semaine, de l'autorité qui s'évapore, l'autorité. Mais l'autorité, c'est pas uniquement les forces de police. L'autorité, c'est l'autorité de la parole donnée. Or, la parole, elle n'a plus de valeur. La parole politique, aujourd'hui, elle s'évanouit, elle s'évapore, parce que les gens n'entendent plus ou ne croient plus à ce qu'on leur dit. Le bruit médiatique. Je voulais dire juste qu'Obama, il communique pour le peuple américain, qui n'est pas du tout le peuple français. Donc la communication n'est pas la même aux États-Unis ou en France. Les Français, je pense qu'ils sont un peu plus critiques vis-à-vis de ça. Et ils regardent un peu plus attentifs. Et puis on communique très bien, mais derrière, il faut qu'il y ait quelque chose. Donc il est allé chez cette personne simple pour faire quoi? Qu'est-ce qu'il voulait transmettre derrière? Vous levez la main, Caroline, je vous donne la parole. Aux États-Unis, il y a beaucoup moins de ministres et il y a une star, c'est le président. Ici, on a des ministres, on ne connaît même pas leur nom, et ils sont trop nombreux et tout le monde communique. Alors, ce matin, on a le Premier ministre, cet après-midi. Écoutez, l'autre jour, une scène extrêmement amusante, quand justement j'étais au Vatican, parce qu'il y avait la canonisation des époux Martin, les parents de Sainte-Thérèse de Lisieux, il y a une femme ministre qui est arrivée. J'ai eu tout à coup tous les cardinaux français qui sont venus vers moi, parce qu'ils sont venus me demander qui était cette femme ministre. Je confesse que je ne savais pas, je suis journaliste, et j'ai eu tout à coup, j'ai jamais été aussi populaire, j'ai vu 6 cardinaux qui sont arrivé pourquoi? Parce qu'on en a 40. Alors moi, j'avais pas mon trombinoscope sur moi, je savais pas, j'ai avoué mon ignorance. Bon, mais c'est ça aussi, c'est qu'aux États-Unis, il y a peu de ministres, ils passent pas leur journée à communiquer. Vous connaissez? Non, mais bien sûr. Là, il y a une... si vous voulez, la parole est trop diffuse aussi, ça part dans tous les sens, ça multiplie les risques de gaffe, justement, pour éviter que la parole parte dans tous les sens, est-ce qu'il ne faut pas justement
au contraire, la médiatiser, mais très bien, vraiment reprendre le contrôle sur cette médiatisation. Mais encore faut-il qu'il fasse pas d'erreur. Mais comment faire, puisque vous... Caroline parlait tout à l'heure d'un reportage qui a été diffusé sur la télévision française il n'y a pas très longtemps. Ce reportage a été commandité par un conseiller du président de la République. D'ailleurs, on se demandait si ce conseiller de la République n'était pas... C'était Gaspard Ganzer. Gaspard Ganzer. On se demandait si c'était pas lui le président de la République, parce que c'est le conseiller en question, c'était lui le fil rouge du reportage, et c'était la star du truc. Et là, c'est une erreur manifeste. Je veux dire, c'est quasi de l'incompétence, parce que il montre en plus le président de la République dans des situations mais anodines, anecdotiques, on se dit mais le président de la République passe son temps à rédiger des discours pour remettre la Légion d'honneur à des journalistes en plus. Mais les Français, ils se disent, mais qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'ils font, quoi? Il y a un problème, là. Il y a un problème. Il faut repenser ça, je pense. En Roumanie, c'est comment? Comment la parole... Malheureusement, trop de communication, justement. Je disais tout à l'heure, il y a surtout la justice qui communique énormément maintenant. Moi, je trouve que la justice doit faire son boulot avant de communiquer. On a l'impression chez nous que la justice, d'abord, elle communique et elle essaye de rattraper le boulot après. Parce que depuis quelques années, 2-3 ans, tous les journaux télé commencent avec un tel ou un tel homme politique qui a été arrêté par la Direction nationale anticorruption. On se demande si le dossier il est bien ficelé. On se rend compte après que pas trop. Il y a très peu de cas qui arrivent en justice. Parmi celles qui arrivent en justice, il y a beaucoup de relax quand même. Donc, à force de trop communiquer autour de ça, on se retrouve avec des gens hystérisés complètement dans la rue. Le président roumain, il communique comment? Parce qu'en France, on voit qu'il y a des moments qui sont très solennels, et puis après on voit que les autres moments dans des reportages... Non, mais malheureusement, le président Iohannis communique peu. Très peu même. Et quand il veut communiquer, il a invité par exemple les gens aux consultations au palais présidentiel par un communiqué Facebook. Donc c'est quand même un peu exagéré, je veux dire. Pour le reste, on a l'impression des fois qu'il y a des semaines où il est absent, il est nulle part. Mais ça l'aide plutôt à garder son image. Le fait qu'il communique peu. Qu'il sort très rarement, qu'il communique peu autour de... Ça sera ma dernière question, ça sera un dernier tour de table. Comment alors, Marcella, je vous laisse la parole, comment faut-il communiquer en 2015 pour faire passer une parole politique? Il faut communiquer parce que sans ça, c'est pas possible. Mais à mon avis, on est dans un moment où tout est exagéré. Donc, il faut réduire un peu la communication et surtout avoir quelque chose derrière ce qu'on communique. Il y a des grands événements, il y a des grands rendez-vous. Le président de la République donne une interview le 14 juillet. Il y a des grands moments. Là, il en a donné une cette semaine de Chine. Après ça, il y a le Premier ministre qui parle aujourd'hui. C'est même épuisant pour les journalistes. Ils ne savent plus où ils en sont. Yves Tréhard, le mot de la fin pour vous? Il faut qu'ils aient quelque chose à dire, quelque chose de précis et de concret et qui ait une portée pour la vie quotidienne des Français. C'est ça qu'il faut. La communication, les Français, c'est pas leur truc, ça. Bon, ce sera le mot de la fin sur ce thème. Le vrai mot de la fin, comme chaque semaine, revient à Dilem, qui nous a envoyé sa sélection de la semaine. Il revient cette fois encore sur la crise des réfugiés en Europe, dont on a beaucoup parlé à Kiosque. Bruxelles prévoit que 3 millions de personnes supplémentaires devraient arriver dans l'Union européenne entre 2015 et 2017. Les touristes quittent Sharm el-Sheikh en Égypte. C'est de cette station balnéaire qu'a décollé l'avion russe qui s'est écrasé la semaine dernière. Piste privilégiée, une bombe aurait explosé à bord. À 3 semaines de la COP21, 60 ministres de l'Environnement et de l'Énergie sont réunis à Paris depuis aujourd'hui, ce dimanche, et pour 3 jours. Alors côté sécurité, il y a évidemment des conséquences, comme toujours dans ces cas-là. La France rétablit un contrôle aux frontières pendant 1 mois. Autre actualité, c'est aujourd'hui, les bureaux de vote ont fermé tout à l'heure. Les premières élections libres en 25 ans en Birmanie. Une favorite, évidemment, l'opposante Aung San Suu Kyi, prix Nobel de la paix. Et puis un peu de sport en chambre pour terminer avec une nouvelle sextape dans le foot français. Karim Benzema a été mis en examen. Il aurait aidé à faire chanter son copain Valbuena.
Voilà pour les caricatures de la semaine. On termine avec un grand sourire, comme toujours, sur les visages. Merci Dilem. Merci à vous trois d'être venus commenter, décrypter, analyser cette actualité de la semaine. À très bientôt. Et puis merci bien sûr à vous qui nous suivez fidèlement aux quatre coins de la planète. Je vous dis à la semaine prochaine avec très grand plaisir, même endroit, même heure. Retrouvez-nous d'ici là sur YouTube, sur Facebook et faites-nous part de vos commentaires. Excellente suite de programmes sur TV5 Monde.